Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook ou encore Samsung, ces marques représentent les 6 plus grandes puissances au monde dans le domaine de la technologie. Peu importe votre âge, vous avez un jour utilisé un de leurs produits. Par exemple, rien qu'en regardant cette vidéo sur YouTube, vous utilisez un des services de Google. Plus loin, on retrouve d'autres acteurs majeurs de l'industrie tels que Sony, Adobe ou encore Netflix. Mais il y a encore un nom que je n'ai pas encore cité entre toutes ces marques. Une entreprise dont personne n'ignore l'existence sans pour autant la connaître réellement et qui surtout a bien plus d'importance que pratiquement toutes celles que j'ai citées avant. Et si je vous disais que vous connaissez probablement très bien le nom de cette marque, son logo et même la douce musique qui la représente. Et oui, Intel, la fameuse entreprise qui met des trucs dans nos ordinateurs. Mais si vous savez, ces trucs-là, les processeurs. Sauf qu'en réalité, Intel, c'est beaucoup plus que des processeurs. Car en vrai, comment Intel peut occuper la 16e position des marques les plus riches du monde, toutes catégories confondues, alors que ses deux plus gros concurrents se trouvent en dessous de la 40e position? Pourquoi Intel a déboursé des milliards de dollars ces 3 dernières années dans des projets de construction de méga-usines de semi-conducteurs en Allemagne, en Irlande, en Pologne, dans l'Ohio aux États-Unis ou encore en Israël, en recevant à chaque fois des subventions colossales de la part des pays, tellement ce qu'ils font est important pour le futur, pas juste pour le monde de l'informatique ou du gaming, mais pour le monde entier. Pourquoi Intel a intenté un procès contre un homme juste à cause de son nom, et pourquoi cet homme a été retrouvé 5 ans plus tard en prison, mort? Bon, ça c'était pas la faute d'Intel. Mais surtout, pourquoi Intel a un jour décidé de mettre des sacs à dos miniaturisés sur des abeilles? Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais vous raconter l'incroyable et passionnante histoire d'Intel, une marque encore trop méconnue du grand public, mais qui pourtant se trouve absolument partout dans notre quotidien depuis plus de 50 ans. Ça fait 2 ans que j'ai cette vidéo en tête et que j'avance dessus très lentement, tellement la quantité d'informations à rechercher, à confirmer, à trier est gigantesque. J'ai mis vraiment énormément de temps, donc j'espère qu'elle vous plaira. Néanmoins, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler rapidement du sponsor de cette vidéo, YourCDKey, qui m'accompagne depuis plusieurs années. Alors, VIP YourCDKey, c'est un site qui vend des clés logicielles, des clés de jeu. Nous, ce qui nous intéresse principalement, ce sont les clés Windows. Elles y sont vendues beaucoup moins cher que sur les revendeurs officiels, qui généralement tournent autour des 150 €. Ici, on va les retrouver à moins de 20 €. Je vous rassure, ce ne sont pas des clés pirates, ce ne sont pas de fausses clés, ce ne sont pas des clés volées, il n'y a absolument rien d'illégal. Et donc, comme je l'ai dit, déjà qu'on va les retrouver à un prix super intéressant, mais si en plus de ça, vous rentrez mon code DDVIP, vous allez avoir droit à une promotion de 25% et donc vous la payerez encore moins cher. Une fois que vous allez acheter la clé, vous n'allez pas la recevoir par mail, vous allez devoir aller directement sur le site dans votre User Center. Et une fois que vous l'avez reçue, vous la prenez, vous allez directement aller dans Windows, vous ouvrez le menu démarrer, vous tapez directement activation sur votre clavier, et dedans, vous allez activer Windows en plaçant votre clé et en la validant. Et voilà, c'est fait. Windows est activé. Alors, si vous avez le moindre pépin avec votre clé, que vous ne la recevez pas ou alors qu'elle est invalide, n'hésitez pas à envoyer un petit message dans le petit chat directement en bas à droite du site. Normalement, ils vont vous répondre assez vite et remplaceront votre clé. Bref, un tout grand merci à YourCDKey de sponsoriser mes projets depuis si longtemps. Merci également à vous d'avoir regardé ce petit instant sponsorisé, ça aide bien. Et sur ce, on retourne au sujet principal. Tout commence le 18 juillet 1968. Un an avant que Neil Armstrong ne pose le pied sur la Lune, et le lancement d'ARPANET, l'ancêtre d'Internet. Robert Noyce et Gordon Moore, 2 ingénieurs électroniques au sein de Fairchild Semiconductor, mais aussi 2 pionniers dans le domaine du semi-conducteur, décident de quitter l'entreprise pour créer Intel, l'abréviation de Integrate Electronics Corporation, en Californie, plus précisément à Santa Clara, dans la Silicon Valley. Vous avez peut-être déjà eu vent de la très célèbre loi de Moore qui n'est pas une loi au sens strict, mais plutôt une observation empirique basée sur des tendances historiques. Cette loi stipule que le nombre de semi-conducteurs sur une puce de circuit intégré double environ tous les 2 ans. Eh bien, c'est ce Gordon Moore qui l'a formulé, et aujourd'hui encore, c'est une référence majeure pour l'industrie du semi-conducteur. Peu de temps après, ils sont rejoints par une 3e personne, Andrew Grove, ingénieur chimiste chez Fairchild Semiconductor, encore une fois. Alors, Fairchild Semiconductor, il faut savoir que à cette époque, c'est un géant dans le monde de l'électronique. C'est une entreprise très respectée et qui a une grosse influence dans toute la Silicon Valley. Andrew y occupe une place de directeur de l'ingénierie et de la production. C'est un homme plutôt haut placé et surtout qui gagne très bien sa vie. On parle tout de même d'une place de cadre. Et puis un jour, il s'est dit qu'il allait tout plaquer pour rejoindre une petite start-up qui brasse pas encore $1, une start-up nommée Intel. Mais détrompez-vous, c'est pas du tout aussi débile que ça n'y paraît. Robert, Gordon et Andrew sont 3 passionnés qui ont pour ambition de marquer le monde de la tech avec leurs innovations. On est dans une période où le fameux rêve américain se développe à tous les coins de rue dans la Silicon Valley. Plein de petites boîtes qui ont vu le jour, du genre Microsoft, Apple, Google et Netflix plus récemment. Des petits gars quoi, vraiment des petites marques pas très connues. Et ce n'est pas vraiment étonnant puisque à l'époque c'est également là-bas qu'est implanté IBM, le
pilier dans l'informatique. Quand l'informatique n'était pas encore du tout destinée au grand public, c'est IBM qui gérait tout. Au départ, Intel se consacre exclusivement sur la production de mémoire vive, aussi appelée RAM, ainsi que la mémoire morte, qu'on appelle également ROM. Rien d'incroyable puisque la concurrence est déjà bien présente sur le marché à cette époque-là. Malgré tout, pendant ces 3 premières années, l'entreprise connaît une excellente croissance grâce à la forte demande dans le milieu. Ils ouvrent leur premier locaux à Santa Clara et recrutent du personnel qu'on estime à plusieurs dizaines, mais très vite, face à un marché extrêmement concurrentiel et où le nombre de nouvelles entreprises ne cesse d'augmenter, les prix doivent baisser, donc forcément les marges bénéficiaires aussi. Intel finit par patiner. Mais voilà. Robert, Gordon et Andrew ne sont pas lancés dans une telle aventure pour faire du surplace, et encore moins si la concurrence en est la seule cause, car Intel, c'est un projet d'innovation avant tout. Un jour, ils sont approchés par Busicom, une boîte japonaise qui développe principalement des calculatrices. Leur demande paraît simple. Créer un microprocesseur pour leur future calculatrice, la LE120A. Sauf que créer une telle chose ne fait initialement pas partie des activités d'Intel, mais Intel a besoin de se diversifier et de se diriger vers un marché où la concurrence n'est pas aussi féroce. Et Intel a surtout besoin de révolutionner le monde. C'est Marcian Hoff, aussi surnommé Ted Hoff, un ingénieur docteur en électronique au sein de la boîte qui est mis sur le coup pour ce job. Et il n'est pas seul puisqu'il est assisté par son collègue Stan Mazor. À deux, ils arrivent à créer un produit suffisamment compact et économe pour intégrer la calculatrice de Busicom. Jusque-là, ça peut paraître toujours aussi anodin. Ils ont juste créé une puce pour que la calculatrice puisse calculer. Et on n'est pas sur le premier modèle de calculatrice, donc dans les faits, comme ça, si on regarde simplement, ils ont rien inventé. Sauf qu'en fait, ils ont fait beaucoup plus que ça. Une fois mise en vente sur le marché, la LE120A de Busicom connaît un succès énorme. Elle se révèle même être une révolution dans le monde professionnel. Capable d'exécuter des calculs beaucoup plus rapidement que les autres calculatrices, des calculs programmables, des fonctions trigonométriques, des algorithmes et même des racines carrées. Toutes ces choses n'existaient pas encore sur une calculatrice avant qu'Intel ne mette la main à la pâte. La calculatrice de Busicom, LE120A, devient donc une référence, et tout ça, elle le doit à un composant en particulier, l'Intel 4004, le fameux microprocesseur conçu par Ted Hoff et Stan Mazor. Et ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que le produit qui est commercialisé, c'est la calculatrice. Le processeur qu'a créé Intel a été destiné à être mis dans cette calculatrice, pas à être vendu ni dans le marché professionnel, ni dans le marché grand public. Il a vraiment été fait pour Busicom. Et au final, ce qui est rendu célèbre, ce n'est pas forcément la calculatrice de Busicom, c'est le processeur d'Intel, le 4004, et par la suite, Busicom sera rendu célèbre à son tour grâce au succès que rencontre Intel. Vu comme ça, on pourrait se dire qu'il y a une terrible injustice et que la vedette leur a été volée. Mais dites-vous juste que sans la puce d'Intel, la calculatrice de Busicom n'aurait peut-être pas été capable de telles prouesses et n'aurait donc probablement pas connu le même succès. Seulement un an après tout ça, Intel devient une société publique, cotée en bourse, et construit sa première usine en dehors des États-Unis, à Penang, en Malaisie. En 1974, Intel enchaîne sur sa lancée en créant le 8080, un processeur bien plus avancé que ceux déjà présents sur le marché. Il devient très rapidement populaire à son tour et il est implanté dans toutes les machines comme l'Altair 8800 ou la IMSA 8080. Tout fonctionne à merveille pour l'entreprise. Seulement 6 ans d'existence et déjà une réputation très solide dans le milieu. Et le pire, c'est qu'Intel ne se doute pas qu'il s'apprête à marquer l'histoire de manière tellement signifiante que le monde d'aujourd'hui est encore grandement impacté par ce qu'ils vont faire. Mais avant ça, grande nouvelle, l'usine d'Intel brûle. Pour le coup, il s'agit d'un incident et non d'un sabotage. Une ligne de production a pris feu, entraînant tout le reste dans les flammes. Ken Thompson, un employé d'Intel, déclare à la presse « Seule la cafétéria a été épargnée, tout le reste est parti en fumée. » Et bah tant mieux Ken, parce que même si tout a été réduit en cendres, on peut toujours s'enfiler quelques donuts et café. Ils sont sous les projecteurs, donc pas le temps de se lamenter et encore moins de perdre davantage de temps et d'argent. L'usine est donc reconstruite en un éclair. Peu de temps après ça, ils prennent la décision de se lancer dans le marché des contrôleurs pour moteurs automobiles et font très rapidement l'acquisition d'un client très prestigieux nommé Ford. Preuve que même dans un monde qui n'est pas forcément le sien, Intel possède déjà un nom, une réputation suffisamment solide pour que des marques telles que Ford les approchent. Mais c'est pas encore très significatif à côté de ce qui va se passer. Parce que, comme je l'ai dit quelques instants plus tôt, il est maintenant temps pour Intel de marquer l'histoire, de créer quelque chose qui va traverser les années au point qu'aujourd'hui encore, cette chose intègre encore notre quotidien et est partout. Intel va prendre un tournant qui lui vaudra de recevoir des surnoms tels que Chipzilla, Big Blue Killer ou encore The Silicon Valley Giant. Ce petit chocolat Kinder avec des pâtes qui se trouve sous vos yeux
a changé l'histoire à l'échelle mondiale. Il a tout simplement révolutionné le monde de l'informatique. Ce processeur marque le début de l'architecture x86. C'est cette même architecture qui, encore aujourd'hui, domine le marché des PC face à ARM et RISC-V. L'architecture, c'est ce qui définit la manière dont un processeur traite les instructions et les données à l'intérieur d'un ordinateur. Et celle-ci a beau avoir été créée il y a 46 ans, elle n'a toujours pas été remplacée. C'est juste fou. Et en même temps, c'est le début d'une nouvelle ère, celle du micro-ordinateur. Les ordinateurs existants avant ça étaient inaccessibles au grand public. Ils ne ressemblaient en rien à un ordinateur actuel et étaient beaucoup trop complexes à utiliser. Rien n'était intuitif, rien n'était automatisé, pas de souris, pas de clavier. C'était juste de grosses boîtes métalliques avec plein de boutons partout et des voyants lumineux. 99,9% des gens étaient incapables de se servir de ça. L'ordinateur rentre donc à ce moment dans une phase qui va changer le monde entier, où tout va sembler devenir possible. 3 ans plus tard, Intel met au point son successeur, le 8088. Il reprend la même architecture que le 8086, est certes moins puissant mais tout aussi fonctionnel et surtout moins coûteux. Et là, IBM décide d'en équiper son prochain micro-ordinateur, l'IBM PC. Et ce processeur, c'est d'ailleurs l'un des facteurs majeurs qui a contribué à réduire le coût de fabrication de l'IBM PC et de le rendre encore plus accessible. Cette fois-ci, on ne s'adresse pas à un consommateur pro ni même expérimenté, mais à tout public. Mais au-delà de l'événement mondial que c'est le changement qui va avoir lieu grâce à ça, ce qu'il faut surtout retenir pour Intel, c'est que c'est le début de leur collaboration avec IBM. IBM, dans ces années-là, c'est la plus grande entreprise informatique incontestée, et elle a également figuré dans le top 3 des entreprises les plus puissantes au monde. Et pas seulement de l'informatique, encore une fois, toutes catégories confondues. Durant les années qui vont suivre, ils vont créer pas mal de choses très spécifiques dont il ne sera pas nécessaire de parler dans cette vidéo, car c'est vraiment très axé tech, et je pense que s'il faut faire une liste de toutes les innovations qui ont été apportées par Intel depuis le début, faudrait faire une vidéo qui dure 10 heures. Néanmoins, il y a tout de même un événement assez important à souligner. En 1982, Intel conclut un accord de licence avec AMD pour lui permettre de fabriquer des processeurs compatibles avec l'architecture x86, élargissant ainsi l'écosystème de produits Intel et laissant à AMD une chance de s'intégrer sur le marché. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce nom, AMD est tout simplement le plus gros concurrent d'Intel aujourd'hui en matière de processeurs. Et c'est assez intéressant de constater que malgré qu'AMD s'apprête à empiéter sur le territoire d'Intel, clairement à se positionner en tant que concurrent, il y ait ce genre d'accord qui soit mis en place. AMD a conscience qu'Intel est le roi dans le domaine et qu'il compte s'attaquer à plus grand que lui, et Intel sait qu'AMD est un concurrent potentiel même s'il est encore minuscule à côté. Mais ils agissent en pleine conscience, se serrent la main et concluent cet accord. Et d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire que c'est très bénéf pour AMD et pas du tout pour Intel, donc pourquoi avoir fait ça? Mais croyez-moi, Intel savent que c'est totalement dans leur intérêt également de la jouer comme ça. Intel n'a pas pour vérité, pas pour stratégie d'être un acteur de la solution complète. Alors par moment, pour des besoins d'innovation, on s'investit pour le développement de plateformes complètes, mais pas pour commercialiser des plateformes complètement réalisées ou complètement brandées. Donc ne vous attendez pas à voir rapidement de PC Intel, de serveurs Intel, de quoi que ce soit produit fini Intel commercialisé. Par contre, d'avoir de plus en plus de contenu Intel dans ces produits-là, c'était une stratégie d'Intel et ça le restera. On veut rester fournisseur de technologies de base, de sous-ensemble pour le marché de l'informatique tel qu'on le connaît aujourd'hui, plutôt que vouloir être en compétition avec nos clients qui nous achètent ces sous-ensembles. Chacun son marché, chacun son focus, et nous, on est vraiment sur l'innovation de la puissance de calcul, de la puissance de stockage, de la puissance de transfert de données, et on reste sur ces domaines. Et devinez ce qui se passe quelques années après. Intel fait face à son premier gros procès en 1989, accusé d'avoir utilisé des tactiques anticoncurrentielles pour maintenir sa position dominante sur le marché des processeurs et pour violation de brevets. Et vous savez qui est à l'origine de ce procès? AMD. Si vous pensiez qu'ils avaient fait copain-copain avec Intel en signant des accords, vous étiez totalement dans le faux. Intel a mis au point une architecture qui s'est totalement démocratisée dans l'ordinateur, et AMD a besoin de pouvoir travailler avec cette même architecture pour espérer exister dans ce marché. Car à ce stade, créer une architecture concurrente serait se tirer une balle dans le pied dès le départ. Et donc AMD signe d'une part cet accord pour pouvoir travailler avec cette architecture, mais aussi pour dire à Intel, ne tentez pas de nous mettre des bâtons dans les roues ou de profiter de votre puissance, parce que sinon, on va vous la mettre à l'envers. Et vous vous en doutez, Intel sont loin d'être des idiots, ils signent également en toute connaissance de cause encore une fois. Et puis de toute façon, s'ils ne signent pas, AMD pourrait également les attaquer en justice en prétextant de l'abus de position dominante comme ils le font là. Donc qu'ils signent ou qu'ils ne signent pas, ça change absolument rien. Sauf peut-être aux yeux de la justice, en cas d'éventuel procès,
en la faveur d'Intel. Pourquoi ? Parce qu'en signant facilement un accord avec un concurrent et en acceptant de partager sans aucun souci leur architecture avec eux, Intel démontre qu'ils sont pleins de bonne volonté et qu'ils ne tentent pas de maintenir leur monopole, ce qui pourrait leur valoir des points face à la justice s'ils sont attaqués pour ça. Ça c'est un petit peu le côté du jeu, un peu gamin, mais c'est évidemment pas que pour ça. Intel ont développé une technologie, AMD ne peuvent pas juste la prendre et s'en servir pour faire leur bise, et aucune marque n'a le droit de faire ça. Et donc au final, ce procès va avoir lieu et va durer très longtemps. Il marque d'ailleurs le début d'une longue série de différends juridiques commerciaux entre Intel et AMD, souvent caractérisés par les mêmes accusations. Mais Intel ne compte pas se laisser ralentir par AMD, et va justement en profiter pour renforcer encore plus sa position dominante en débutant un marketing très agressif. On vient donc au début des années 90. Intel est donc le leader sur le marché du processeur, il n'y a personne devant eux ni qui les égale, tout le monde connaît le nom Intel dans l'industrie électronique. Mais il y a un problème. Pour ceux qui ne font pas partie de cette industrie, il y a très peu de chances qu'ils aient déjà entendu parler d'Intel car leurs activités consistent à fabriquer des composants et les fournir aux autres fabricants. Ils vont alors avoir une idée pour arranger ça et tenter de devenir la marque numéro 1 aux yeux du consommateur. Et cette idée se nomme Intel Inside. Check out computers with Intel. The computer inside. Le but de l'opération, ce n'est pas d'aller crier avec un mégaphone sur tous les toits qu'ils existent, mais tout simplement d'imposer leur logo sur tous les ordinateurs qui sont équipés d'un processeur Intel. Les fabricants de PC se prêtent donc au jeu en plaçant le logo Intel Inside sur leurs ordinateurs personnels. Et évidemment, ils ne s'y prêtent pas gratuitement. Pour quelle raison le feraient-ils ? Ils le font parce qu'Intel offre un financement en échange de la participation au programme. Toutes les marques qui affichent Intel sur leurs ordinateurs reçoivent des subventions de la part d'Intel. Ce qui permet donc aux géants bleus de réduire les coûts du marketing, tout en promouvant leurs produits auprès des consommateurs. Et ça fonctionne. Très vite, le logo Intel devient un gage de qualité. Même si le client lambda n'a aucune idée de ce que ça veut dire, pour lui, lorsqu'il voit le logo Intel sur un PC, ça veut dire qu'il peut acheter sans crainte. Le marketing fonctionne et Intel devient rapidement un synonyme de fiabilité auprès du grand public. L'opération est donc un grand succès parce que la marque est maintenant connue aux yeux de tous comme une référence dans l'ordinateur. Le message était de dire dans les composants électroniques ou informatiques de l'époque, donc on parle presque une trentaine d'années, de communiquer sur l'importance du processeur dans les produits informatiques et de communiquer sur le fait que les processeurs étaient fabriqués pour Intel. Donc reconnaissance du produit, le processeur, et d'Intel, le fabricant. Tout ça dans Intel Inside. À ces époques-là, il n'y avait aucun autre produit semi-conducteur ne bénéficiait d'une campagne marketing telle qu'Intel Inside. Donc Intel a été très précurseur sur le marketing de composants électroniques, précurseur sur l'éducation, sur ce qu'était un processeur, à quoi il servait, et la reconnaissance de la marque comme gage de qualité dans les produits informatiques. Et ce qu'il dit est totalement réel. Aujourd'hui, lorsque vous achetez un ordinateur prémonté ou un portable, vous constaterez qu'il y a dessus différentes étiquettes collées portant le logo de marques telles que Nvidia, AMD, parfois des technologies un petit peu différentes, comme THX. Les marques peuvent enfin faire savoir aux consommateurs qu'elles existent et qu'elles sont présentes dans les PC. Parce qu'avec le programme Intel Inside, ils ont ouvert une voie aux autres marques, celle du marketing et de l'éducation. En 1993, Intel dévoile son nouveau bijou, le Pentium, qui devient très rapidement un synonyme de performance. Grâce à sa nouvelle architecture superscalaire, le processeur est devenu capable d'exécuter plusieurs instructions au cours d'un cycle, et ça change tout. Pentium devient donc la gamme emblématique de la marque. Au fil du temps, il évolue en Pentium 2, 3 et pour finir 4, qui sera sa dernière évolution. Un processeur qu'il fallait absolument avoir dans son ordinateur début des années 2000 si vous vouliez jouer correctement au dernier jeu, à une époque où le processeur était bien plus important que la carte graphique pour les jeux 2D. Par la suite, Intel lance le Celeron, une gamme de processeurs offrant des performances de base pour les ordinateurs de bureau et portables à bas prix, et qui s'avère donc très intéressante pour les foyers qui désirent un ordinateur simple pour de la bureautique, mais également pour les entreprises qui doivent acheter des PC en masse pour leurs employés. Durant les 5 prochaines années, plein d'innovations verront encore le jour, telles que l'hyperthreading, Pentium M. Et alors que leur dernier procès avec AMD est toujours en cours depuis tout ce temps, en 2005, Intel se font de nouveau attaquer en justice par AMD. AMD a encore intenté une action en justice contre Intel, alléguant des pratiques anticoncurrentielles et des violations de lois sur la concurrence, les accusant encore une fois d'abuser de leur position dominante sur le marché du processeur. Alors, bien que la situation soit importante, qu'elle ne soit pas à prendre à la légère, je le dis sur un air un petit peu cynique parce que je vous avoue que je suis pas trop fan des marques qui font ouin-ouin parce que elles se font complètement étaler par leur concurrence et qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir toutes seules sans devoir passer devant les tribunaux. Mais je suis encore moins partisan du monopole et de toutes sortes de pratiques
qui vise à garder le trône en annihilant la concurrence. Parce que le monopole, ça résulte souvent à de l'abus. Ça mène à des augmentations des prix, à une baisse de qualité des produits et services. Ça permet à ceux qui le détiennent de définir les codes et de placer les barrières où ils le souhaitent. Donc, c'est clairement pas bénéfique pour les consommateurs. Et le monopole, c'est surtout très antisocial dans la mesure où il peut entraîner des conséquences néfastes à l'ensemble de la société. Donc évidemment, même si j'ai pas tous les tenants et aboutissants des querelles entre Intel et AMD, car l'histoire ne raconte pas tout, dans ma position d'observateur, je trouve la situation quand même très agaçante. Après, peut-être qu'Intel abusait bel et bien de sa position dominante, mais il se peut aussi que le but d'AMD était tout simplement de leur mettre des bâtons dans les roues et de justement se positionner en tant que faible pour pleurnicher. Mais je me doute qu'il y a très probablement des torts des deux côtés, et dans l'industrie, tous les coups sont permis pour causer des problèmes à la concurrence jusqu'à ce que la justice tranche en faveur de l'un ou l'autre. Intel a une puissance énorme et des moyens énormes pour réussir, et ils ont déjà montré qu'ils n'hésitent pas à s'en servir pour s'élargir. Et c'est ce genre de choses qui va être perçu comme de l'abus de monopole et mis en cause par AMD. Mais malgré tout, vous allez rapidement comprendre que pour le consommateur, AMD a tout intérêt d'exister. Et donc, encore des problèmes pour Intel, mais c'est pas grave, parce que ce qui arrive derrière est vachement plus cool. Lors de la Worldwide Developers de 2005, Apple annonce que leurs Macs seront désormais équipés de processeurs Intel. Cette alliance est très bénéfique puisque Intel dispose d'un nouveau client très puissant et ouvre davantage les portes au grand public pour Apple. L'année suivante, Intel annonce que la série Pentium est désormais remplacée par Core, la nouvelle gamme phare de la marque qui perdure encore depuis et qui est actuellement à sa 14e génération. Tout se passe alors bien pour le géant bleu. Mais malheureusement, une bombe à retardement va leur exploser à la tronche. Au cours des 10 dernières années, Intel a été accusé par AMD et d'autres fabricants moins connus pour les mêmes raisons, abus de monopole et pratiques anticoncurrentielles. Une entreprise américaine d'une telle puissance, évidemment qu'ils ne sont pas irréprochables et qu'ils veulent conserver leur marché et forcément, ça finit par leur retomber dessus. Toutes ces accusations en cours et parfois sans suite vont mener à quelque chose de bien plus grave pour eux, quelque chose qu'on nommera l'affaire antitrust. En 2001, une enquête avait déjà été ouverte par la Commission européenne elle-même et en 2005, c'est la Federal Trade Commission qui en ouvre une. Mais celle qui va faire le plus mal, c'est celle qui a été lancée par le gouvernement européen. Car en 2009, donc 8 ans après, Intel est condamné à payer une amende de plus d'1 milliard d'euros pour abus de position dominante. Intel aurait utilisé des techniques commerciales dans le but d'écraser la concurrence et la plus grosse accusation affirme qu'Intel aurait payé ses clients pour qu'ils limitent, retardent, voire annulent la vente des produits contenant des processeurs AMD. Vous vous souvenez ou pas ? Intel Inside. Alors évidemment, j'insinue pas que le but de la campagne Intel Inside, c'était pour ça, bien évidemment, ça reste dans le but de se faire connaître, mais en payant les constructeurs pour apposer le logo Intel sur leur PC, ça donnait évidemment un argument supplémentaire aux constructeurs d'aller chez Intel. Et vous me direz, mais pourquoi les concurrents d'Intel n'ont pas fait pareil ? Bah tout simplement parce qu'ils n'ont pas la thune qu'a Intel à ce moment-là. Et donc, Bruxelles impose à Intel de payer une amende de plus d'1 milliard d'euros, sauf qu'ils ne le feront pas. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. 2 ans après cette affaire, je suis désolé, c'est nerveux, mais je sais que ce dont je vais vous parler maintenant, c'est une dinguerie. J'avais déjà eu écho de ce qui va se passer, mais je pensais pas que c'était aussi taré. Et donc en 2011, soit 2 ans après, Intel fait l'acquisition de McAfee, un éditeur spécialisé dans la cybersécurité, connu pour son antivirus McAfee. Et pour ça, ils vont débourser la modique somme de 14 milliards de dollars. Et croyez-moi, je pense qu'ils vont regretter d'avoir mis le moindre centime dans ce bourbier. L'objectif principal de cette acquisition est d'intégrer les solutions de sécurité McAfee directement dans le matériel informatique d'Intel. Intel espère ainsi offrir une meilleure protection contre les virus, les logiciels malveillants et les cyberattaques. Mais malheureusement, l'intégration entre Intel et McAfee n'est pas aussi réussie que prévu et l'acquisition ne donne pas les résultats escomptés. Mais c'est pas du tout pour ça qu'Intel va regretter son achat. Retenez bien le nom McAfee parce qu'il va être très important pour la suite. En 2016, un nouveau challenger fait son apparition dans le ring. Ce challenger se nomme Qualcomm et a pour particularité d'être un énorme forceur. Intel est accusé par Qualcomm de violation de brevets liés aux technologies de communication sans fil utilisées dans les modems. Évidemment, Intel a nié ces accusations et a engagé des actions en justice en réponse pour contester la validité des brevets de Qualcomm, défendant ainsi ses propres technologies. En fait, Qualcomm n'a juste pas le droit de s'approprier certaines choses car si on les laisse faire, ils pourront faire absolument tout ce qu'ils veulent par la suite sur ce marché-là. Qualcomm se prend alors un énorme contre-rouleau et est attaqué en justice par la fameuse Federal Trade Commission pour s'être servi de sa position dominante en tant que fournisseur de certaines puces baseband pour imposer des conditions de licence et d'approvisionnement anticoncurrentielles et ainsi
affaiblir la concurrence. En fait, ils ont fait tout l'inverse de ce qu'Intel a fait avec AMD quelques années plus tôt. Et malheureusement, ce ne sera pas la dernière fois que Qualcomm s'en prendra à Intel. Mais ne nous attardons pas sur eux, car dans l'histoire d'Intel, Qualcomm n'a pas apporté grand-chose de bien positif. En 2014, Intel annonce que McAfee devient Intel Security pour diverses raisons stratégiques, marketing, mais surtout d'image. En faisant ça, il libère l'initial propriétaire et créateur du logiciel d'un certain poids puisque ce dernier se nomme John McAfee. Et oui, comme le logiciel. Il se dit éternellement reconnaissant d'Intel car il est à présent libéré d'utiliser ce nom qu'Intel lui avait d'une certaine façon acheté en achetant son antivirus. Du moins, c'est ce que John croit. Intel intente une action en justice contre John McAfee en 2016 suite à un conflit concernant l'utilisation du nom McAfee dans le cadre de l'activité de cybersécurité de John. Intel affirme que l'utilisation du nom McAfee crée de la confusion avec la marque qu'ils ont acquise et que cela peut donc nuire à la réputation de la marque. Parce que John McAfee, malgré l'image qu'on puisse se faire d'un développeur d'antivirus, c'était vraiment pas un nerd timide qui créait de logiciels dans sa chambre ou dans son garage. Et je suis certain que sans même savoir qui est ce mec et sans jamais avoir entendu son nom, sa tête vous sera étrangement familière. En réponse à cette action en justice, John affirme que son droit d'utiliser son propre nom est protégé par la loi et qu'il n'a pas l'intention de créer de confusion avec la marque McAfee détenue par Intel. Malheureusement, on n'a pas de détails spécifiques de l'issue de cette action en justice, ils ne sont pas disponibles publiquement. Mais en 2007, John McAfee retrouve enfin la position de son nom et annonce qu'il est heureux de pouvoir exercer à nouveau en son nom. Pourquoi Intel a cédé ? Aucune idée. Et finalement, en 2021, John McAfee est retrouvé dans une prison espagnole, pendu. Il aurait apparemment mis fin à ses jours lui-même, juste avant son extradition aux États-Unis, où il était accusé de fraude fiscale. Il faut savoir que John McAfee était quelqu'un de très particulier. Et vraiment pas un rigolo. Il avait une chaîne YouTube qui existe d'ailleurs toujours, et dans les commentaires, on peut parfois lire des choses assez étranges comme le fait qu'il n'aurait pas mis fin à ses jours lui-même. Mais évidemment, rien à voir avec Intel, car John McAfee avait beaucoup d'ennemis et n'était pas un tendre du tout. Quand on regarde son parcours, on a l'impression que ce mec a vécu des dizaines de vies, qu'il avait le démon. Pour vous dire, le gars a même été candidat à la présidence aux États-Unis en 2016 et en 2020, pour le parti libertarien. Enfin, je pense que ce gars mérite sa propre vidéo et j'ai bien l'intention de le faire, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails ici. On va donc pas s'attarder plus sur lui, mais c'était vraiment un cas particulier et je pense qu'il a beaucoup fait suer Intel. Retournons en 2016. Une année qui marque un nouveau grand tournant pour Intel, qui change son cœur de métier en passant des ordinateurs personnels aux technologies de traitement de données. Cela ne veut évidemment pas dire qu'Intel arrête de vendre des processeurs au grand public, mais qu'il se concentre désormais davantage en backstage dans le milieu pro, tout en gardant un pied très fermement ancré dans le marché du consommateur. En 2018, quelque chose d'autre de pas cool du tout arrive à Intel. Quelque chose de bien pire à gérer que n'importe quelle amende d'1 milliard, quelque chose qui va lui faire perdre beaucoup plus d'argent sur le long terme et qui risque de lui en faire perdre encore pour les années à venir. Et je vous laisse deviner le nom de cette terrible chose. AMD. Cette fois-ci, AMD ne vient pas se positionner en tant que plaignant contre Intel, mais en tant que concurrent suffisamment puissant pour les déranger. Si la sortie de la génération de processeurs Ryzen 1000 a probablement dû les alarmer, celle des Ryzen 2000 leur a mis sans aucun doute possible un énorme coup de pression. Pourquoi ? Parce que AMD vient mettre un gros coup de pied dans la fourmilière en faisant comprendre aux consommateurs qu'il y a totalement moyen de faire aussi bien, voire mieux qu'Intel, pour moins cher. En plus de ça, leurs processeurs sont livrés avec un refroidissement bien plus efficace que ceux fournis par Intel, et les cartes mères destinées aux processeurs AMD sont moins chères que celles d'Intel. Donc au final, équiper son PC d'un processeur AMD est beaucoup plus économique, et même plus intéressant d'un point de vue performance pour le multitâche. Et ça, à l'époque, ça fait très mal à Intel. Non seulement parce qu'AMD commence à réellement empiéter sur son territoire, et donc prend une part des recettes qu'il pourrait faire, mais également parce qu'aux yeux du grand public, AMD devient en quelque sorte une icône de la justice pour le consommateur, le Robin des Bois du gamer, ou alors le petit David qui tente de défoncer le Goliath de l'hardware. Mais c'est pas du tout triste ni regrettable parce qu'à cette époque, Intel se repose beaucoup trop sur ses lauriers. Et ça va durer un petit moment puisque la prochaine génération qu'ils vont produire, donc la 8e, sera critiquée sur beaucoup de points. Il faudra donc attendre la 9e génération pour qu'Intel marque une nouvelle étape avec l'intégration notamment de la gamme i9 destinée aux semi-pro, et ce n'est qu'avec la génération 10 qu'Intel reprendra de l'avance de manière significative, ce qui veut pas pour autant dire qu'AMD vont rester derrière. D'année en année, l'un met des bâtons dans les roues de l'autre, créant une escalade de progression entre les deux qui n'a pas cessé depuis. Et ça, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver aux consommateurs. Même si à l'heure actuelle, on s'est un peu fait avoir car que ce soit Intel ou AMD,
les deux sont très chers. Et le compte dans l'histoire, c'est qu'AMD est même parfois plus cher qu'Intel. Me dites quand même pas qu'on va avoir besoin de Qualcomm pour foutre un nouveau coup de pied dans cette fourmilière. Oh non, pas eux. Bref, le vrai combat entre les deux marques a commencé et a fait beaucoup de bien à Intel qui commençait à trop se reposer sur ses lauriers et en faire de moins en moins pour toujours plus cher. Plus récemment, en 2021, Intel annonce son intention de construire 2 nouvelles usines de semi-conducteurs en Arizona, représentant un investissement majeur dans la capacité de production des puces. Ils annoncent également un an plus tard l'ouverture d'une autre usine gigantesque en Allemagne, moyennant une aide financière de la part du pays. Un premier deal se fait mais l'opération est retardée car Intel réclame plus de subventions. Une aide de pas loin de 10 milliards d'euros est donc finalement offerte par l'Allemagne et le coût total du projet s'élève à environ 30 milliards d'euros. Une autre méga usine est annoncée, mais cette fois-ci aux États-Unis, dans l'Ohio, et là, il s'agit d'un projet bien plus colossal, puisqu'Intel a annoncé investir jusqu'à 100 milliards de dollars pour construire le plus grand complexe de fabrication de semi-conducteurs. Et pour finir, la construction d'une autre méga-usine a été annoncée récemment, en 2023, cette fois-ci en Israël, un investissement à 25 milliards de dollars, subventionné à hauteur de plus de 3 milliards par Israël. Il y a eu beaucoup de secteurs de l'industrie, notamment l'automobile, qui ont subi des pénuries de composants semi-conducteurs. Si vous regardez le délai moyen pour livrer une voiture aujourd'hui ou ce qu'il était il y a 3 ans ou il y a 4 ans, il a énormément augmenté aujourd'hui. 80% du semi-conducteur, des composants électroniques, sont fabriqués en Asie. Et il y a une demande qui est importante. L'Europe souhaite qu'il y ait des capacités de production de semi-conducteurs qui soient déployées en Europe. L'Europe pèse aujourd'hui 9% du semi-conducteur en fabrication mondiale et Bruxelles souhaite que ces 9% passent à 20% dans les 10 années qui viennent. Donc c'est à peu près un doublement, mais sur un marché qui lui-même double. Il faut amener en Europe ou déployer en Europe 4 fois les capacités de fabrication semi-conducteurs par rapport à celles qui existent aujourd'hui. Le message qu'envoie Intel en faisant ça est très clair. Le marché du semi-conducteur a encore beaucoup d'années devant lui et devient de jour en jour plus important et puissant que jamais parce qu'aujourd'hui, des semi-conducteurs, on en trouve absolument partout. Dans les ordinateurs, les smartphones, voitures, machines à laver, lave-vaisselle, montres connectées, machines à café, tout ce qui contient un système électronique et informatique en dispose. La demande est plus que gigantesque et ne cesse d'augmenter, mais la production n'est toujours pas suffisante, parfois même dramatique à cause de nombreux événements comme le confinement en 2020, la grosse montée de la crypto qui a fait flamber la demande de cartes graphiques en 2022, des pénuries de matières premières, mais aussi des problèmes de disponibilité dans des conflits qui impliquent Taïwan, la Chine, les États-Unis. En 2023, c'est plus de 3 millions de véhicules dans le monde qui n'ont pas été fabriqués à cause de ça. Intel veut donc être là pour produire et vendre, car si l'innovation est l'une de leurs plus grandes forces, il ne faut pas oublier qu'Intel a surtout réussi à toujours être là au bon endroit, au bon moment. Malgré qu'ils aient accusé une perte nette de pratiquement 3 milliards de dollars en 2023, les actions récentes d'Intel prouvent qu'ils sont bien loin d'être en mauvaise posture, mais tout simplement qu'ils préparent le terrain pour l'avenir. Et d'ailleurs, en parlant de milliards, puisqu'on est parvenu dessus depuis un moment dans la vidéo, la fameuse affaire antitrust, oui, celle qui leur a valu une amende de plus d'1 milliard d'euros, eh bien, elle a enfin pris fin en 2023, soit 14 ans après que la sanction ait été annoncée, et 22 ans après le début de l'affaire. L'amende avait été réclamée par Bruxelles, qui ont été contredits par l'Union européenne sur plusieurs points, et leur a reproché de ne pas avoir suffisamment écouté ce qu'Intel avait à dire pour sa défense lors de cette affaire. L'amende est donc descendue à 376 millions d'euros, ce qui reste énorme, mais qui représente tout de même le tiers de l'amende initiale. Et bah alors Bruxelles, on ne bruxellise plus? Oh, et vous connaissez pas la dernière? Un concurrent veut s'imposer dans le PC et balayer Intel, AMD et Apple. Vous ne devinerez jamais qui est cet incroyable concurrent. Oui, c'est Qualcomm. Les relous. Bon, histoire de dédramatiser un petit peu les choses, je ne déteste pas Qualcomm, ils font vraiment de très belles choses dans le marché du processeur portable, pour les smartphones, les petites consoles portables, plein de belles choses. Et pour une marque qui est encore nulle part dans le marché du PC, je trouve qu'ils la racontent un petit peu trop. Après, qui sait, peut-être vont-ils nous surprendre. En tout cas, ce qui est sûr concernant Intel, c'est qu'ils ont encore beaucoup de beaux jours devant eux. Malgré ce côté business et opportuniste, ils sont des visionnaires tournés vers le futur et l'innovation. Entre des sacs à dos miniaturisés posés sur des abeilles pour les observer et tenter d'expliquer leur déclin, leur arrivée dans le monde des cartes graphiques avec l'A750 et l'A770, 2 cartes plus qu'abordables pour ce qu'elles ont dans le ventre, et munies d'un encodeur Heavy One, un codec qui représente également une avancée majeure et qui arrive à très grands pas.
Il y a énormément de produits et d'innovations qu'ont apporté Intel dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo parce que ça deviendrait beaucoup trop long, comme par exemple le fait qu'ils produisent aussi des SSD, l'Intel NUC, une série de mini PC qui aujourd'hui n'est plus produit mais qui embarquait de très bonnes performances généralement pour tout public dans un format très compact, la gamme de processeurs Xeon qui ne s'adresse qu'au milieu professionnel comme le médical par exemple ou le serveur, entre tous les produits qu'on n'a pas vu passer parce qu'ils n'ont jamais été commercialisés ou qu'on ne s'y intéressait pas assez, entre le fait qu'Intel s'implante dans des milieux dont on n'a même pas idée, entre les petits événements qu'ils soutiennent dans l'ombre au profit de l'innovation et de la créativité, mais également à de plus gros projets tournés vers la culture du gaming et de l'e-sport, Intel est partout et est devenu au fil des décennies un acteur plus qu'important dans le monde numérique. Si AMD a décidé de se consacrer en majeure partie sur le développement de processeurs et de cartes graphiques, Intel vise bien au-delà de cela. On peut attendre du futur d'Intel déjà en Europe, c'est d'être un acteur important. On emmène tous nos métiers en Europe et tous nos métiers pour pouvoir collaborer avec l'industrie européenne, tel qu'on le fait aujourd'hui aux États-Unis ou qu'on l'a fait aux États-Unis. Intel veut pouvoir fabriquer des composants, donc on investit dans des capacités de production et on veut aussi ouvrir ces capacités de production à d'autres industriels, donc pas uniquement fabriquer nos composants dans nos usines, mais ouvrir nos capacités de fabrication à des industriels européens pour les capacités européennes, tels que des fabricants automobiles ou des fabricants d'équipements pour le marché du télécom, pour le marché de la santé, pour le marché industriel. Il faudra toujours s'attendre à ce que Intel soit un acteur majeur du monde du numérique, mais encore plus un acteur majeur de l'innovation dans le monde du numérique. Cet homme que vous écoutez depuis le début, c'est Stéphane, le responsable d'Intel France au moment où j'ai tourné cette vidéo. J'ai eu l'honneur de lui poser des questions, il y a maintenant presque 2 ans, car oui, cette vidéo m'a demandé bien plus de temps que prévu à cause de plein de raisons. Cette interview m'a servi non seulement à récolter des informations pour concevoir cette vidéo, mais aussi à mieux comprendre Intel et son fonctionnement. Durant notre entretien, on a parlé du futur de l'informatique qui forcément nous a mené à discuter de l'informatique quantique. Et il y a une petite question en particulier, très simple, mais que j'ai pas pu m'empêcher de lui poser. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait actuellement de l'informatique quantique ? C'est encore très... Pour l'instant, c'est de la recherche. Oui, d'accord. Pour l'instant, on est encore à l'état de la recherche. Bon, comme l'a dit Stéphane, il y a des domaines qui sont très intéressés. Ils voient déjà ce que cette puissance de calcul va leur permettre de faire. C'est plus que peut-être pas la spéculation, mais de l'anticipation. C'est de l'anticipation, exactement. Il faut plutôt voir l'informatique quantique comme une nouvelle branche de l'évolution de l'informatique telle qu'on la connaît. L'informatique quantique ne va pas remplacer l'informatique traditionnelle, ou au moins pas dans les décennies à venir, mais elle va amener une nouvelle branche de calcul dans des environnements très spécialisés aujourd'hui pour pouvoir faire fonctionner une machine quantique. Il faut qu'il fonctionne à des températures extrêmement basses. Quand je dis extrêmement basses, proche du zéro absolu. Et vous voyez, c'est ça qui me fascine dans l'hardware. Tout comme l'astronomie, initialement, on ne sait pas grand-chose. Et puis un jour, plusieurs génies débarquent et ils disent « Je suis sûr qu'en faisant ça, il est possible d'arriver à ça ». Et c'est à partir de ce genre de réflexion qu'a été créée l'informatique il y a des années. Juste parce qu'un jour, quelqu'un a donné une idée complètement folle, tout le monde l'a pris pour un fou et lui a rayonné, jusqu'à ce que son idée voie le jour. Peut-être que si le processeur 4004 n'avait pas vu le jour, nos appareils ne seraient pas intelligents. Peut-être que si IBM n'avait pas choisi l'Intel 8088 pour leur PC, je ne serais pas en train de créer cette vidéo et vous ne seriez même pas en train de la regarder, ni même aucune autre vidéo. Peut-être que l'époque du numérique dans laquelle nous vivons n'existerait pas, ou alors peut-être que si, parce que quelqu'un d'autre l'aurait fait à leur place. Qu'on l'aime ou non, le numérique apporte du bon comme du mauvais. Cette vidéo n'a pas pour but d'être philosophique ou de vous faire réfléchir au sens de votre vie, mais si vous arrivez à percevoir à quel point des événements qui paraissent à première vue anodins ont en fait façonné le monde dans lequel nous vivons, peut-être seriez-vous aussi passionné que moi. Tout comme Microsoft, on peut reprocher tout un tas de choses à Intel. Mais on ne peut pas nier que, sans tout ce qu'ils ont apporté, le monde d'aujourd'hui serait totalement différent. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en y laissant un like, et surtout, si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, car d'autres vidéos du même genre arrivent bientôt. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.